C'est la pire expérience qu'une femme puisse vivre. Pendant qu'il ajustait sa cravate devant le miroir, trop tranquille pour quelqu'un qui était sur le point de détruire un mariage, il s'est penché et a chuchoté à mon oreille « Tu dois accepter. Pour moi, tu es déjà du passé. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Il a encore ajouté, avec un sourire indifférent, « Je ne rentrerai pas dormir ce soir. » Tu sais déjà pourquoi, mais la photo que j'ai envoyée l'a fait rentrer en 30 minutes. Et quand il a allumé la lumière et qu'il a vu, il était bouleversé. Parce que moi, mon nom est Élise. J'ai 51 ans. Et cette nuit-là, j'ai fait quelque chose qu'aucune femme ne devrait avoir à faire, mais que toute femme blessée rêve un jour d'accomplir. Avant de vous dire ce que j'ai fait, laissez-moi vous dire ce qu'il m'a dit. Je vis à Paris depuis 23 ans. Dans le 6e arrondissement, un appartement que j'ai décoré pièce par pièce, année après année, avec la patience de quelqu'un qui croit encore que construire un foyer a un sens. Les rideaux de lin beige, le parquet ancien, les étagères en chêne choisies dans une brocante de Montmartre un dimanche pluvieux. Chaque détail portait une histoire. Chaque détail portait du nous. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Raphaël et moi étions mariés depuis 12 ans. Directeur financier, beau, élégant. Le genre d'homme qui entre dans une pièce et dont tout le monde remarque la présence. Le genre d'homme aussi qui sait exactement comment utiliser ce pouvoir-là, et pas toujours pour le bien de ceux qu'il aime. Ce soir d'octobre, il était devant le miroir de notre chambre. Il ajustait son blazer avec une tranquillité qui m'a traversée comme une lame froide. Pas nerveux, pas coupable. Serein, avec la sérénité particulière d'un homme qui a décidé, quelque part en lui, que vous ne comptez plus vraiment. Je l'observais depuis le bord du lit, immobile, les mains posées sur mes genoux. 12 ans de mariage m'avaient appris à lire cet homme dans ses moindres gestes. Le léger changement de ton quand il mentait, la façon dont il respirait quand il était nerveux. Cette nuit-là, il n'était ni l'un ni l'autre. Il s'est approché par derrière. J'ai senti son parfum avant de sentir sa présence, le même flacon que je lui avais offert le premier Noël de notre mariage. Familier, presque cruel dans sa familiarité. Il s'est penché lentement vers mon oreille et il a dit, avec la voix de quelqu'un qui énonce une évidence, « Tu dois accepter, Élise. Pour moi, tu es déjà du passé. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Il s'est redressé, a pris ses clés, son téléphone. Et à la porte, sans même se retourner complètement, il a ajouté avec un demi-sourire indifférent, « Je ne rentrerai pas dormir ce soir. Tu sais déjà pourquoi. » La porte s'est fermée, doucement, sans claquement, sans cri, sans même la violence d'un homme qui sait encore que quelque chose compte. Juste le silence. Je suis resté immobile pendant de longues secondes, les yeux fixés sur le miroir où son reflet venait de disparaître. Et j'ai regardé la femme qui restait. 51 ans, cheveux sombres défaits, en pyjama, pendant que son mari sortait dîner avec une autre quelque part dans Paris. Mais dans les yeux de cette femme-là, il n'y avait pas de larmes. Il y avait quelque chose de bien plus dangereux. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé un numéro. Et j'ai dit 3 mots à la personne qui a décroché. C'est ce soir. Ce que j'allais faire ensuite, Raphaël ne l'avait pas vu venir. Et dans 30 minutes, quand il allumerait la lumière de cette chambre, il comprendrait que certaines femmes silencieuses sont les plus redoutables de toutes. Ce que peu de gens savent sur la trahison, c'est qu'elle ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle arrive doucement, elle s'installe, elle prend ses aises. Et pendant que vous continuez à vivre, à préparer le dîner, à choisir des rideaux, à croire que votre mariage respire encore, elle creuse en silence jusqu'au jour où il ne reste plus rien à creuser. J'avais découvert la vérité sur Raphaël 8 mois plus tôt. Pas par intuition, pas par hasard, par Florian. Florian Renard avait 48 ans. Il était l'ami de Raphaël depuis Sciences Po. Ils avaient partagé un appartement à Lyon, étaient témoins à leur mariage respectif, jouaient au tennis chaque semaine pendant 15 ans. Si quelqu'un connaissait Raphaël dans ses profondeurs, c'était lui. Ce dimanche de février, Florian m'avait retrouvé seul dans un café de Montmartre. Raphaël avait annulé le déjeuner en famille avec une excuse vague. Un client imprévu. Et Florian, lui,
était arrivé avec cette expression que je ne lui avais jamais vue. Quelque chose entre la honte et la détermination. Il avait commandé un café, l'avait regardé refroidir. Et puis, il avait parlé. Il me raconta qu'un soir, 3 semaines plus tôt, il avait vu Raphaël dans un restaurant de Neuilly. Pas seul, avec une femme. Une façon de se tenir l'un vers l'autre qui ne laissait aucun doute. Il avait essayé d'abord d'en parler à Raphaël. La conversation avait été un désastre. Tu ne comprends pas comment est-ce qu'en notre mariage de l'intérieur. Élise et moi, ça fait longtemps que ce n'est plus vraiment un couple. Ne te mêle pas de ça. Florian avait regardé sa tasse et dit « Je suis désolé, Élise, je n'ai pas pu me taire plus longtemps. » J'ai écouté sans l'interrompre. J'ai bu mon café jusqu'à la dernière gorgée. J'ai posé la tasse. Et j'ai dit avec une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, tant elle était calme. « Je sais, Florian. Depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. » Il m'a regardé comme si je venais de lui dire quelque chose d'impossible. Mais c'était la vérité. Je savais depuis des mois, peut-être depuis plus, ces absences qui se répétaient, ces réunions à Bruxelles qui tombaient toujours un week-end, ce téléphone retourné sur la table, cette façon qu'il avait développée de rentrer à la maison comme on rentre dans un hôtel, fonctionnel, poli, absent. Ce que je n'avais pas encore décidé, c'était quoi faire de cette vérité-là. Ce jour-là, dans le café, en regardant Florian de l'autre côté de la table, cet homme qui avait choisi la loyauté au lieu du silence, j'ai pris ma décision. Je lui ai dit « J'ai besoin de ton aide ». Il n'a pas hésité une seule seconde. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai préparé. En silence. Avec la précision de quelqu'un qui n'a pas le droit à l'erreur. Chaque détail calculé, chaque geste pensé. Parce que ce que j'allais faire n'était pas une réaction impulsive. C'était la conclusion d'une femme qui avait pris le temps de tout comprendre avant d'agir. Et cette nuit d'octobre, tout était prêt. Après avoir raccroché avec Florian, je suis allée dans le bureau. J'ai ouvert le 2e tiroir à gauche. Et j'en ai sorti quelque chose que Raphaël n'avait jamais remarqué. Ce que contenait cette enveloppe allait changer chaque certitude qu'il avait sur notre mariage. Mais avant ça, il y avait la photo. J'avais 20 minutes. 20 minutes pour transformer cette chambre en quelque chose qu'il n'oublierait jamais. 20 minutes pour que tout ce que j'avais préparé pendant des mois trouve enfin sa place. 20 minutes pour que la femme silencieuse qu'il croyait avoir laissée derrière lui devienne la femme qu'il n'avait jamais vue venir. Je suis allée dans le bureau, le 2e tiroir à gauche. J'avais la clé depuis toujours. Il ne l'avait jamais remarqué. C'est ça le problème avec les hommes qui se croient les plus intelligents dans la pièce. Ils finissent par ne plus regarder ce qui est juste devant eux. J'ai sorti l'enveloppe Manila, épaisse, lourde d'une façon qui n'était pas que physique. À l'intérieur, des documents médicaux, une lettre manuscrite de 4 pages et une petite clé en métal argenté avec une étiquette discrète. Banque privée Edmond de Rothschild, Paris 8e. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Je l'ai posée sur le côté droit du lit, exactement à 40 cm de l'oreiller. Puis, je suis allée dans le dressing. J'en ai sorti 2 valises. Les miennes, préparées depuis 3 jours, chaque vêtement plié avec la précision de quelqu'un qui sait qu'elle ne reviendra pas. Les valises à gauche, l'enveloppe à droite, et moi, au centre. J'ai pris mon téléphone, j'ai cadré, et j'ai pris la photo. Pas de texte, pas de légende, juste l'image. Je l'ai envoyée à Raphaël. De l'autre côté, il a vu en moins de 10 secondes. J'imaginais la scène, lui dans l'ascenseur du restaurant, ou peut-être déjà à table, le téléphone qui vibre, ce regard qu'il pose sur l'écran avec la désinvolture d'un homme qui ne s'attend à rien. Et puis cette fraction de seconde où il voit, et où il essaie de comprendre ce qu'il voit. Le téléphone a sonné immédiatement. J'ai regardé son nom s'afficher sur l'écran, et je n'ai pas décroché. Il a rappelé. Je n'ai pas décroché. Un message est arrivé. C'est quoi ça? Je n'ai pas répondu. Puis l'interphone a sonné. C'était Florian. C'est moi. Monte. Il est entré avec un manteau sombre, mouillé de bruine, les cheveux légèrement défaits, les yeux sérieux de quelqu'un qui mesure le poids de ce qui est sur le point de se passer. Il a regardé la chambre, les valises, l'enveloppe, moi assise sur le bord du lit, et il s'est assis sur la chaise du coin sans avoir besoin qu'on le lui demande. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, à voix basse. « Oui », j'ai répondu, et c'était vrai.
Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si vous voulez connaître la suite. Ça nous aide énormément. Nous sommes restés silencieux un moment. Paris dehors, le boulevard mouillé, une sirène au loin. Et dans cet appartement que j'avais construit pièce par pièce, le silence d'une femme qui a cessé d'attendre. 32 minutes après l'envoi de la photo, j'ai entendu le bruit de la voiture freiner brusquement dans le sous-sol. Des pas dans le couloir. Rapide, irrégulier, la clé dans la serrure. Une fois, deux fois, la main qui tremblait. La porte s'est ouverte. Élise ? Silence. Élise. Les pas ont traversé le couloir. Se sont arrêtés devant la porte de la chambre. Sa main a trouvé l'interrupteur. La lumière s'est allumée. Et ce qu'il a vu, je lirai sur son visage pendant le reste de ma vie. Il y a des moments dans la vie où le temps ralentit vraiment. Pas comme dans les films, pas de musique, pas d'effets dramatiques. Juste cette sensation étrange que chaque seconde pèse davantage que la précédente, que l'air lui-même retient son souffle. Ce moment-là, c'était celui-ci. Raphaël était dans l'encadrement de la porte. Le blazer qu'il avait ajusté avec tant de soin 1 heure plus tôt était légèrement froissé. Il avait dû courir depuis le parking. Ses cheveux, habituellement parfaits, étaient décoiffés. Et ses yeux que j'avais appris à lire pendant 12 ans, parcouraient la chambre avec une expression que je ne lui avais jamais vue. La panique, pure, nue, impossible à dissimuler. Il a regardé les valises à gauche, l'enveloppe ouverte à droite, la clé argentée posée dessus. Moi, assise au centre du lit, parfaitement immobile, parfaitement calme. Et puis Florian, dans la chaise du coin, bras croisés, qui le regardait sans rien dire. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est ouverte, à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sa voix était méconnaissable, étranglée. « Florian, qu'est-ce que tu fais là ?» Florian n'a pas répondu. Il a soutenu son regard sans ciller. C'est moi qui ai parlé, avec une voix calme comme la surface de la Seine, un jour sans vent. L'enveloppe est pour toi. La clé, tu comprendras quand tu auras lu. Les valises sont les miennes. Et Florian est là parce que je lui ai demandé d'être là. Toi et lui, a-t-il commencé, la mâchoire se contractant. Florian et moi n'avons jamais rien eu. Je l'ai interrompu avant qu'il termine. C'est ce qu'un homme comme toi ferait. Ce n'est pas ce que nous faisons. Il a traversé la chambre et a ramassé l'enveloppe avec des mains qui n'obéissaient plus complètement. Il en a sorti les documents. Le premier était un compte-rendu médical. L'en-tête de l'Institut Curie, le centre oncologique le plus respecté de Paris. La date, 14 août 2024. Mon nom, le diagnostic. Je l'ai regardé lire. J'ai vu le moment exact où les mots ont atteint son cerveau. Son visage a changé. Quelque chose en lui s'est effondré. Pas de la culpabilité, pas encore. Plutôt la stupéfaction de quelqu'un qui réalise qu'il jouait une partie dont il ne connaissait pas toutes les règles. Élise, sa voix a changé de registre. Tu es... Lis la lettre, je lui ai dit, sans dureté, sans plaisir dans sa douleur, avec la neutralité froide de quelqu'un qui a déjà tout traversé seul. La lettre faisait 4 pages, manuscrite. Il reconnaissait cette écriture. C'était celle des billets que je laissais sur la table du petit déjeuner, des cartes d'anniversaire, des notes dans les livres que je lui offrais autrefois. Je savais ce qu'elle disait. Je l'avais écrite moi-même, mot après mot, dans le silence de ce bureau où il ne mettait jamais les pieds. Elle racontait le mois de juillet, la découverte du nodule, le rendez-vous médical que j'avais pris seul parce qu'il était à Genève, l'attente des résultats seul parce qu'il était en réunion à Francfort. Et cet après-midi du 14 août, dans les couloirs froids de l'Institut Curie, tenant le diagnostic entre mes mains seules, parce que ce jour-là, il avait un engagement inamovible. La lettre ne disait pas ce qu'était cet engagement, elle n'en avait pas besoin. Je regardais son visage pendant qu'il lisait, et pour la première fois depuis longtemps, c'était lui qui ne savait plus quoi faire de son corps. La dernière ligne de la lettre, il l'a lue 2 fois. Je le savais parce que ses yeux se sont arrêtés, sont remontés, puis se sont arrêtés encore. Elle disait « La clé est celle d'un coffre. Ce qu'il contient changera tout ce que tu croyais savoir sur nous. » Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois en 12 ans, c'est lui qui attendait que je parle. Il tenait la clé entre ses doigts.
cette petite chose argentée, simple, du genre qu'on ne remarque pas, jusqu'à ce qu'on sache ce qu'elle ouvre. Il la retournait lentement, comme s'il espérait qu'elle lui révèle quelque chose d'elle-même. Mais les clés ne parlent pas. Elles attendent. « Combien ?» a-t-il demandé. Sa voix était petite, méconnaissable. Je l'ai regardé pendant un long moment avant de répondre. 5 millions, en diamants. Déposé en garde au Rothschild depuis 2019, quand mon père est mort. Tu étais à l'enterrement, tu as présenté tes condoléances, et tu ne m'as jamais demandé ce qu'il m'avait laissé. Il est devenu blanc. Élise, attends. Tu as toujours géré nos finances, j'ai continué, sans élever la voix. Toujours toi qui gagnais davantage, qui investissais, qui décidais. Je te laissais faire parce que l'argent ne m'a jamais intéressé. Mais mon père n'était pas naïf, Raphaël. Il te connaissait mieux que tu ne le pensais. C'est pour ça qu'il a mis ce qui était à moi dans un compte que toi seul n'aurais jamais pu toucher. Dans une banque assez discrète pour que tu ne penses jamais à chercher. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences que nous avions partagés. Pas le silence du confort, ni celui de l'indifférence. Celui-là avait une texture, dense, irrespirable, comme l'air avant un orage. Florian n'avait pas bougé de sa chaise. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence seule suffisait à dire ce que les mots n'auraient pas dit aussi bien. Raphaël a posé la clé sur l'enveloppe. Lentement. Comme on pose quelque chose de fragile, ou peut-être comme on abandonne quelque chose qu'on réalise n'avoir jamais vraiment tenu. « On peut parler », a-t-il dit. Sa voix cherchait un appui, une surface à laquelle se raccrocher. « Tu es malade. Tu ne peux pas... »« Je peux. » Je l'ai interrompu en me levant du lit pour la première fois depuis son entrée. J'étais plus petite que lui. Je l'avais toujours été. Mais cette nuit-là, la géométrie de la chambre avait changé. Je le sentais dans sa façon de reculer imperceptiblement d'un demi-pas quand je me suis levée. « Tu vas partir ce soir, » j'ai dit. « Pas parce que je te chasse, mais parce que tu as toi-même dit que tu ne rentrerais pas dormir ici. Alors tu ne rentres pas. » Je me suis dirigée vers la porte de la chambre. Je l'ai ouverte. Et je suis restée de côté. Le geste universel et sans ambiguïté de celle qui indique la sortie. Il a regardé Florian une dernière fois. Florian a soutenu son regard sans expression. Il a repris son blazer sur le fauteuil, ses clés, et il est sorti. Dans le couloir, il s'est arrêté, de dos, et il a demandé, d'une voix que je ne lui connaissais pas, basse, presque brisée. « Et maintenant ?»« Maintenant, je m'occupe de mon traitement, et tu t'occupes de ta vie. Comme tu l'as toujours fait, la porte d'entrée s'est fermée. Cette fois, c'est moi qui l'ai fermée, de l'intérieur. Je me suis adossée au bois, et j'ai fermé les yeux 3 secondes exactement. Quand je les ai rouverts, Florian était dans le couloir, debout, à me regarder avec cette expression que j'avais appris à reconnaître ces derniers mois. Pas de la pitié, pas de l'héroïsme, juste cette présence rare de quelqu'un qui choisit de rester. Sur le lit, là où l'enveloppe était restée ouverte, il y avait un billet plié en 2 qu'il n'avait pas vu. Une seule ligne, écrite de ma main. Tout ce qui se termine n'est pas une perte. Ce qu'il allait recevoir dans les jours suivants, il ne l'avait pas vu venir non plus. La vie après cette nuit-là ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Je pensais que ce serait douloureux. Et ça l'était, mais pas de la façon dont je l'avais prévu. Ce n'était pas la douleur de la perte. C'était celle de la cicatrice qui se referme. Lente, parfois vive, mais qui avance toujours dans le bon sens. Florian était resté encore 1 heure ce soir-là. Nous avions bu un thé dans la cuisine, assis de chaque côté de la table, Paris dehors sous la brune d'octobre, et nous avions parlé, vraiment parlé, pour la première fois sans le poids de ce qui allait arriver. C'était étrange, presque léger. Il avait dit, avant de partir, « Tu sais que je serai là, pour tout ce qui vient. » Je lui avais répondu, « Je sais. » Ce n'était pas une promesse romantique, c'était quelque chose de plus rare, la certitude tranquille de 2 personnes qui se sont choisies dans la vérité plutôt que dans le confort. La première surprise est arrivée 1 semaine plus tard. Un petit paquet, sans expéditeur, déposé à la loge de l'immeuble où Raphaël avait loué un appartement en urgence dans le 15e arrondissement, beaucoup plus petit, avec des fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure sans charme. Je savais l'adresse. J'avais tout préparé longtemps à l'avance. Dans le paquet,
Un agenda de cuir bordeaux, petit, du genre qu'on trouve dans les papeteries de Saint-Michel. À l'intérieur, mon écriture. Chaque entrée était une date. À côté, une annotation. 12 mars 2022, Bruxelles. Hôtel Amigo, chambre 412. 8 juin 2022, Francfort, restaurant au bord du Main, table pour deux. 14 septembre 2023, Londres, vol retour annulé. Mensonge. Pas d'accusation, pas de point d'exclamation, pas de mots soulignés avec colère, juste des faits, propres, froids, cliniques, comme les notes d'un détective qui a travaillé pendant des années sans que personne ne le sache. J'imaginais Raphaël assis dans sa cuisine sans carrelage, un café qui refroidissait à côté, feuilletant chaque page avec des mains qui ralentissaient à mesure qu'il comprenait. Qu'il avait été observé, méthodiquement, silencieusement, pendant des années, et qu'elle n'avait jamais dit un mot, pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle attendait. La deuxième surprise est arrivée 15 jours plus tard. Un officier de justice a frappé à la porte de son appartement du 15e avec une notification extrajudiciaire. L'appartement du boulevard, les 180 mètres carrés, la vue sur les platanes, les rideaux de lin beige, les étagères en chêne, avait été acheté initialement avec des fonds provenant de mon héritage paternel, canalisé par une holding que mon père avait constituée avant même notre mariage. Le bien était le mien, intégralement, et j'exerçais mon droit de reprise. Il avait 30 jours pour récupérer ses affaires. J'appris plus tard par Florian que Raphaël avait lu la notification 3 fois debout dans son couloir, sans bouger, sans appeler personne, qu'il était resté là un long moment, le document à la main, dans le silence de ce petit appartement qui sentait le neuf et le provisoire. Florian me l'avait dit avec une douceur particulière, comme si même lui mesurait le poids de ce moment. « Il commence à comprendre », avait-il dit. « Il commence seulement », j'avais répondu, parce que la troisième surprise, je ne la lui avais pas encore envoyée. Celle-là, il allait la recevoir en personne. L'invitation était arrivée dans une enveloppe crème, épaisse, avec un en-tête gravé en lettres noires, Cercle de l'Union interalliée, Paris 8e. Le genre d'enveloppe qu'on n'ouvre pas distraitement. Le genre qu'on pose sur la table et qu'on regarde un moment avant de toucher. Raphaël l'avait reçu un mardi matin. Je le savais parce que j'avais tout organisé. Chaque détail. Chaque nom sur la liste des invités. Chaque mot du programme imprimé sur le carton à l'intérieur. Le thème de la soirée, choix, loyauté et conséquences, ce que le monde des affaires peut apprendre des relations humaines. Il avait trouvé ça étrange, mais son nom était sur la liste, ses associés aussi, le président du conseil de la société où il travaillait, des partenaires, des collègues, des gens devant lesquels il avait passé des années à construire une image. L'homme compétent, fiable, irréprochable. Il était allé. Moi, ce soir-là, je m'étais habillée lentement. Un blazer blanc cassé, les cheveux lâchés, un peu de rouge sur les lèvres, pas pour paraître plus forte, mais parce que j'en avais envie. Florian était venu me chercher. Dans la voiture, nous n'avions presque pas parlé. Il n'y avait rien à dire que nous ne savions déjà. Le cercle de l'Union interalliée était ce soir-là ce qu'il est toujours. Un endroit où le silence a du poids, où les lustres de cristal éclairent des visages habitués à ne rien laisser paraître. L'auditoire était plein. Des rangées de chaises en velours sombre, des hommes en costume, des femmes en tenue de soirée, l'odeur discrète du bois ciré et du parfum français. Je suis entrée par une porte latérale, accompagnée par l'organisatrice de l'événement. Une femme que je connaissais depuis des années, qui avait accepté sans hésitation quand je lui avais expliqué ce que je voulais faire. De là où j'étais, en coulisses, je pouvais voir la salle sans être vue. Et je l'ai cherché. Il était au 3e rang. Costume gris anthracite. La posture droite de quelqu'un qui s'efforce de paraître à sa place. Il parlait à voix basse avec un collègue, avec ce demi-sourire qu'il réservait aux événements professionnels. Celui qui dit « Je suis exactement là où je dois être ». Je l'ai regardé une dernière fois depuis cet endroit où il ne pouvait pas me voir. Et j'ai pensé à cette femme dans le miroir, le soir d'octobre, en pyjama, pendant qu'il sortait dîner avec une autre. Cette femme qui avait décidé, dans le silence de cet appartement, que sa réponse ne serait pas un cri, pas une scène, pas des larmes dans un couloir. Sa réponse serait ça. Les lumières se sont atténuées.
Le présentateur est monté sur scène. Ce soir, nous avons un témoignage exceptionnel. Une femme, consultante, qui va partager avec nous une histoire sur la dignité, les choix silencieux et les conséquences qui arrivent toujours, même quand on croit y avoir échappé. Une pause. Mesdames et messieurs, Élise. Je suis entrée par la droite de la scène. La lumière était douce, directe, et je sentais le regard de la salle se poser sur moi comme quelque chose de physique. J'ai cherché son visage. Quand je l'ai trouvé, quand nos regards se sont croisés pour la première fois depuis cette nuit dans la chambre, j'ai vu la couleur quitter son visage. Il avait compris. Pas encore tout, mais assez. J'ai souri légèrement et je me suis tournée vers le micro. Je n'ai pas dit son nom une seule fois. C'était ma règle, ma ligne, celle que je m'étais fixée des semaines avant cette nuit, assise dans le bureau de cet appartement qui était le mien depuis toujours, même quand je l'avais oublié. Pas d'accusation directe, pas de scandale, pas de vengeance bruyante, juste la vérité. Dite avec la voix de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et donc plus rien à craindre. J'ai commencé à parler. J'ai raconté l'histoire d'un mariage, sans date précise, sans nom. Une femme qui avait construit un foyer pièce par pièce, année après année, avec la patience de celle qui croit encore que les choses solides tiennent. Un homme élégant, compétent, admiré, et la façon dont l'admiration peut devenir un masque si on ne fait pas attention. Les absences qui se répètent, le téléphone retourné sur la table, le silence qui s'installe non pas comme un repos, mais comme une distance qui grandit chaque jour un peu plus. La salle écoutait, je le sentais, ce silence particulier d'un auditoire qui ne regarde plus l'heure, qui a cessé de penser à autre chose, qui est entièrement là. Des visages attentifs sous les lustres de cristal, des stylos posés, des respirations retenues. J'ai raconté le mois d'août, les couloirs froids d'un hôpital. Un diagnostic tenu entre les mains tremblantes d'une femme seule, parce que l'homme qui aurait dû être là avait un engagement inamovible ce jour-là. J'ai raconté la décision prise dans ce couloir, pas dans la colère, pas dans les larmes, mais dans cette clarté étrange que donne parfois la peur quand elle choisit de se transformer en force. Quelqu'un dans la salle a toussé doucement. Puis le silence est revenu. J'ai raconté la patience, les mois de préparation silencieuse, l'agenda, l'enveloppe, la clé. Et cette nuit d'octobre, où une femme en pyjama, assise sur le bord d'un lit, avait décidé que sa réponse au mépris ne serait pas un cri, mais un acte. Je ne regardais pas Raphaël pendant que je parlais, mais je le sentais. Je sentais l'immobilité dans laquelle il était figé depuis que j'étais entrée sur scène. Cette immobilité particulière de quelqu'un qui ne peut ni partir, ni rester confortablement, ni se défendre, ni nier, qui doit juste rester assis et écouter. Et comprendre que chaque mot prononcé devant ces centaines de personnes est une page de sa propre histoire, racontée par quelqu'un d'autre, avec une précision chirurgicale, sans que son nom soit jamais cité. Vers la fin, j'ai marqué une pause. La salle était d'un silence absolu, et j'ai dit, avec la voix calme et posée de quelqu'un qui a traversé le feu et choisi la température de l'autre côté, « Tout abandon ne commence pas quand quelqu'un part. Parfois, il commence le jour où quelqu'un décide de trahir en silence. Et parfois, la réponse la plus puissante qu'une femme puisse donner, c'est simplement de laisser la vérité arriver seule, au bon moment, aux bons endroits. » Les lumières se sont allumées. La salle s'est levée. Je n'ai pas cherché son visage. Je n'en avais plus besoin. Des mains se tendèrent vers moi. Des mots, des regards qui disaient ce que les applaudissements disaient déjà. Je souriais. Pas le sourire de la victoire, pas celui de la vengeance. Celui de quelqu'un qui a posé quelque chose de très lourd par terre et qui sent pour la première fois depuis longtemps le sol sous ses pieds. Florian m'attendait à la sortie latérale, manteau sur le bras, avec cette expression tranquille que je lui connaissais maintenant par cœur. Nous sommes sortis du cercle de l'Union interalliée sans regarder en arrière. Paris dehors, le vent sur la Seine, les platanes du boulevard, la ville qui ne s'arrête pour personne. Dans la voiture, Florian a posé sa main sur la mienne, doucement, sans rien dire. Et j'ai laissé, parce que certaines choses n'ont pas besoin de mots pour être vraies.
Et parce que tout ce qui se termine n'est pas une perte. Parfois, c'est simplement le commencement.